l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô mon beau cadeau de Noël, j'espère que tu vas bien et c'est Vincent. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo sur mes surprises et mes déceptions de 2018. En effet, sur la chaîne, il y a eu 2 vidéos qui sont apparues durant les dernières semaines où JP et Sylvain ont parlé de leurs surprises et leurs déceptions de cette année. Puis j'avais envie un peu de te partager la même chose, de façon un peu, tu sais, à la bonne franquette. Hein? Tu sais, je suis dans ma famille à Rimouski, donc je suis pas devant mes jeux. Mais écoute, hein, pourquoi pas, on va en profiter, on va en parler immédiatement. D'entrée de jeu, je dois avouer que 2018 a été une année assez chargée au niveau de tous les jeux qui sont sortis, mais au-delà de ça a été une très belle année, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, c'est pas une aussi bonne année que 2017 » et je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il y a eu énormément de très bons jeux qui sont sortis en 2018 et j'ai l'impression que ça ne fait que commencer cette espèce de roue qui tourne de surproduction, peut-être à la limite de jeux de société, mais qui vont nous faire sortir dans le fond des jeux qu'on n'a jamais vus auparavant et des jeux qui vont être sublimes tant au niveau esthétique qu'au niveau mécanique. Donc évidemment, les déceptions de 2018, il a fallu que je travaille vraiment fort pour en trouver parce que j'en ai pas eu beaucoup de déceptions en 2018, mais il y a quand même eu certains jeux qui, je crois, sont un peu venus, sont pas venus chercher dans le fond ce que je cherchais quand j'ai quand je les ai joués. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a dirigé un peu mes choix. C'est plus qu'est-ce que je cherchais dans ce jeu-là et que le jeu m'a pas apporté au final. Alors, le premier jeu qui m'a déçu en 2018, c'est un jeu qui est sorti au Gen Con officiellement, qui a été fondé sur Kickstarter, qui se nomme Everdell. Et bon, j'ai pas besoin vraiment de faire une introduction à Everdell parce que je pense qu'il a quand même été assez populaire. Et ce jeu-là, au départ, quand je l'avais vu, je le trouvais sublime, le matériel, les composantes, la thématique me parlait beaucoup parce que j'étais un grand fan de Ferngully. Il était une fois dans la forêt, des films qui ont marqué mon enfance au sujet de la nature et de la forêt. Et Everdell semblait en fait vouloir faire vivre un peu cette expérience-là. Et quand les gens ont commencé à être en extase devant le jeu, bon, je me suis dit, bon, ok, ça va être un jeu que j'aimerais pas parce que là, ça fait brasser tout le monde. Puis moi, bon, les jeux qui font exciter le monde puis qui créent un hype, des fois, je suis un peu contre ça je sais pas, parce que des fois, hein, je suis bizarre. Bon, on va se dire comme ça, je suis bizarre. Et puis là, à un moment donné, j'ai des gens proches de moi qui me disent « Non, il faut vraiment que tu l'essayes, il faut que tu y joues, ça va être le fun. » Fait que là, je fais comme « Ok, tu sais. » Puis là, je vois un peu, je vois évidemment, bon, l'esthétique que je fais comme « Wow, ok, tu sais, il y a une thématique, c'est le fun. » L'arbre aussi, qui est dans les composantes de jeu. Puis là, je me suis dit « Bon, ça doit être juste pour flasher. » Mais là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait certaines composantes de jeu qui étaient sur l'arbre. J'ai fait comme « Ah, ok, c'est pas juste pour flasher. » Et là, je m'assois devant ce jeu-là et je commence à y jouer. Et je trouve que c'est d'une platitude, malheureusement, parce que j'ai trouvé que il y a comme un côté qui me fait penser un peu à Agricola et un autre côté d'engine building qu'on voit un peu régulièrement. Puis j'ai pas eu tant de plaisir par rapport à ce jeu-là. J'ai trouvé que tant qu'à jouer à ça, je vais aller jouer à d'autres jeux. J'ai trouvé aussi que la thématique était un peu tombait très à plat. Et finalement, l'arbre, qui était une des composantes principales du jeu, que tout le monde était comme en extase devant ça, ben finalement, il était plus fatigant que d'autres choses. Puis j'ai trouvé que, somme toute, le jeu manquait de gaz. Puis surtout, on avait de la difficulté à vivre la thématique, à sentir qu'elle est présente, parce qu'au final, on aurait pu faire pas mal une thématique sur ce jeu-là. C'était un peu collé. Puis ça m'a pas trop allumé, donc voilà. Everdell, je suis désolé, tu m'as pas charmé malheureusement. Ma deuxième déception a été le jeu Heroes of Land, Air and Sea. Je vous raconte une anecdote par rapport à ça. Je m'installe devant le jeu et d'entrée de jeu, je dois avouer que Scott Helms, l'auteur de ce jeu-là, c'est pas un auteur que j'apprécie particulièrement, mais s'il y avait un jeu que j'aurais apprécié, ce serait vraiment son opus Dei, Heroes of Land, Air and Sea.
Et là, je m'assois devant le jeu et là, on commence à expliquer le jeu, que là, c'est un 4X avec la mécanique de Puerto Rico de sélection d'action, avec une action principale que tout le monde fait et une action bonus, entre guillemets, que le joueur principal va faire. Et là, après ça, moi, je check sur Kickstarter, il est en train de se faire réimprimer. Donc là, je vais le backer, puis là, je suis super excité. Et quand on commence à jouer, tranquillement, pas vite, on réalise que le 4X n'est pas tout à fait présent, puis on se concentre davantage sur notre plateau personnel que sur le plateau principal. À la fin de la partie, on a scoré pour une tonne et quart de choses qui, oui, avaient un impact sur le plateau principal où est-ce que les joueurs devaient interagir, mais il y avait beaucoup de choses aussi qu'on scorait pour nos accomplissements personnels sur notre plateau à nous. Et il y avait énormément de petits détails, de petites choses que chacune des races faisait et qu'on a un peu oublié et qu'on ne s'est pas nécessairement dit au départ. Donc, quand on a terminé la partie, j'ai commencé un peu à critiquer le jeu, puis j'ai commencé à dire que je trouvais qu'il y avait trop de pouvoirs aléatoires, puis que c'était un peu, du va-et-vient, très random. Et j'ai un ami qui était avec moi qui habituellement, lui, il essaie de me tempérer parce que quand j'aime pas quelque chose, je l'aime pas fois 1000, tu sais. Mais là, il commence à être d'accord avec moi, puis là, je commence à me dire, ok, tu sais, je suis pas si fou que ça au final de croire ça. Et les deux, on quitte pour aller travailler parce qu'on travaille les deux ensemble à l'époque, et on commence à tout simplement juste travailler. À un moment donné, il vient me voir, il est venu me voir et m'a dit « Moi, on dit que c'était poche ce jeu-là. » Puis là, moi, ça m'a fait rire parce qu'habituellement, il est capable d'être très positif quand même sur des jeux malgré qu'il les aime pas. Et là, ça a été vraiment juste la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait en sorte que j'étais allé sur Kickstarter et que j'ai décidé d'annuler mon pledge. J'ai trouvé que le jeu manquait de finesse. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui, oui, possède probablement beaucoup de rejouabilité parce que toutes les races ont des pouvoirs personnels, mais si ta première game t'as pas charmé, alors je vois pas pourquoi est-ce que j'y retournerais une nouvelle fois. Donc Heroes of Land and Sea, malheureusement, tu ne m'as pas charmé, tu m'as un peu déçu cette année. Le troisième jeu qui m'a déçu cette année, et là, il faut s'entendre sur quelque chose parce que ce jeu-là ne m'a pas déçu en soi. Comme j'ai dit, 2018 a été une année époustouflante et ça a été très difficile pour moi de faire une liste par rapport à ça. C'est un jeu où je m'attendais peut-être à plus. Et ce jeu-là, c'est Lords of Alice. Et Lords of Alice voulait être un jeu de contrôle de territoire. Et quand j'ai vu le Kickstarter, je me suis dit, aïe, ça a l'air malade, la thématique est géniale, genre mythologie grecque sci-fi, avec un contrôle de territoire qui faisait penser un peu à Blood Rage et Kemet, etc., etc. Puis là, j'étais comme, wow, ok, c'est comme le 2.0 du contrôle de territoire. Je ne l'avais pas backé parce que le pledge était extrêmement cher et sans compter le shipping, ça coûtait vraiment une grosse beurrée. Et quand les premiers backers ont reçu leur copie, je me suis assis, j'avais vraiment hâte de jouer au jeu, et je me suis assis et j'ai eu du fun. Mais pas autant que j'aurais voulu en avoir. Je trouve que le jeu est un peu... comment est-ce que je peux dire ça? Linéaire. Et aussi, il est très très long. C'est quand même un jeu de 2h30, 3h, contrairement, mettons, à Blood Rage et Kemet, qui offre à peu près un feeling similaire, peut-être même plus intense, en 1h30. Et c'est ça un peu qui m'a déçu de Lords of Alice, c'est que j'ai trouvé que, malgré que le jeu est bon et que j'y rejouerais à n'importe quel moment, je trouvais qu'il était long, puis que c'était un peu du réchauffé. J'ai trouvé que c'était très... on avait déjà vu ça auparavant, c'est juste qu'on le fait sous une nouvelle forme, sous une nouvelle thématique, mais sans rien amener de plus qui va faire en sorte que ça allait devenir le 2.0 que je cherchais au niveau du contrôle de territoire. Alors malheureusement, Lords of Alice, tu m'as déçu. Mon top 3 de jeux déçus étant terminé, on s'en va maintenant au core, au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les surprises que j'ai eues. Et il y en a eu tellement, c'est incroyable le nombre de surprises qu'il y a eu cette année. C'est flabbergastant. J'aurais pu faire une liste de 12 jeux qui m'ont surpris. J'aurais pu parler de Keyforge. J'aurais pu parler aussi de Quacksalber, Von Kindlingburg. Bref, j'aurais pu parler d'une tonne et quart de jeux. Mais il fallait vraiment que je réduise à 3 jeux. Et je me suis concentré principalement sur des jeux qui sont venus me chercher parce que je m'attendais vraiment pas à aimer ça et avoir du fun autant que ça. Alors, on commence avec le premier jeu, Founders of Gloomhaven. Founders of Gloomhaven m'avait
avait un peu parlé lorsque la campagne Kickstarter avait commencé, parce qu'on parlait un peu d'une mécanique à la Puerto Rico encore une fois, et Puerto Rico, c'est un jeu qui me fait capoter, j'adore ce jeu-là, et la mécanique, elle est très difficile à utiliser dans différents types de jeux. Et quand je me suis assis devant Founders of Gloomhaven, la première partie, je me suis assis et j'ai commencé un peu à critiquer le jeu, genre ouais, il y a telle chose qui fonctionne pas, telle chose qui fonctionne pas, mais je me suis quand même dit quelque chose, fallait que je le réessaye pour comprendre, pour vraiment voir les différents rouages. Alors je me suis assis une deuxième fois. Et après la deuxième fois, je me suis dit, il me semble qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore catchées, il va falloir que je m'assoie une troisième fois. Et j'ai fait ça à peu près 5-6 fois de suite et j'aurais envie encore de m'asseoir devant Gloomhaven pour y rejouer. Puis je me suis découvert un amour assez grand pour ce jeu-là, malgré tous les petits défauts qu'il a, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que dans un jeu, un jeu n'a pas besoin d'être parfait pour qu'il soit excellent. Des fois, c'est justement ces imperfections-là qui font en sorte que le jeu prend vraiment son envol et qu'il brille de tous ses éclats et ses rayons de soleil. Et Founders est vraiment venu me charmer à cause de ça, à cause de toutes les différentes mécaniques qui sont amenées de façon un peu maladroite, mais quand même qui viennent être toutes ensemble puis toutes se jumeler pour offrir un jeu qui est vraiment le fun et qui a énormément de profondeur puis beaucoup d'interaction entre les joueurs qui est très intéressante. Alors, Founders of Gloomhaven, tu es dans ma liste de priorités à rejouer en 2019. Le deuxième jeu qui m'a vraiment surpris en 2018, c'est Hell Hydra. Et Hell Hydra, je dois avouer au départ, j'étais pas tant charmé par ça parce que je me suis dit, bon, c'est encore un jeu sous la thématique de Marvel, ça va pogner parce que tu sais, c'est Marvel. Évidemment, c'est passé en dessous du radar et il n'était pas vraiment disponible en boutique. Et quand je l'ai trouvé, ben, j'ai tout de suite sauté dessus. Et il me fallait une gang pour y jouer. Donc, j'ai mes amis de Rimouski, où est-ce que je suis présentement, qui ont voulu se donner au jeu. Et la première journée qu'on a sorti ce jeu-là, on a fait 5 parties en ligne. Et on en a fait plusieurs autres les jours suivants. Et c'est un jeu que je vais vouloir rejouer encore et encore, je crois, parce que Hell Hydra utilise une mécanique de déduction sociale. Donc, c'est un jeu de party où est-ce que, bon, il y a des gens qui sont des méchants, il faut trouver c'est qui les méchants, etc. Et on a tous un objectif commun et le but des méchants, c'est qu'on n'atteigne pas cet objectif-là. Sauf qu'on va utiliser vraiment des mécaniques qui sont un peu, pas nécessairement uniques à ce jeu-là, mais qu'on voit très rarement dans ce style-là. Notamment la mécanique où est-ce que les joueurs qui sont dans le côté sombre du jeu, c'est-à-dire des agents Hydra, pourront se révéler pendant la partie pour affecter, dans le fond, le courant de la mission qu'on est en train de faire de façon assez dramatique, merci, et à impacter le reste de la partie. C'est une mécanique que je trouve super intéressante. Habituellement, il faut vraiment se cacher, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais là, à un moment donné, quand c'est un peu trop saucé, puis que là, les gens commencent à avoir des doutes sur nous, ben, on peut juste se révéler et impacter la partie de façon notoire, même si on a un peu échoué notre but. Et c'est un jeu qui est très difficile, je dirais, pour les joueurs qui représentent le bon côté, parce que c'est très challengeant. Et somme toute, c'est un jeu qui me fascine énormément et je trouve qu'il y a vraiment plein de petites choses, plein de petits détails qui semblent anodins au départ, mais quand tu joues et tu rejoues, à un moment donné, tu commences à voir vraiment une dynamique de jeu et surtout une utilité sur comment jouer ou comment ne pas jouer certaines cartes. Bref, vraiment, là, Hell Hydra, un gros coup de cœur pour moi en 2018. Et finalement, le dernier coup de cœur, Sylvain en a parlé dans ses surprises de 2018, mais fallait que j'en parle, j'ai pas le choix. Architects of the West Kingdom. Quand j'ai vu ce jeu-là passer sur Kickstarter, je me suis dit, bah, un autre placement d'ouvrier comme un autre, ben anodin. Et là, après ça, il est sorti, bon, tout le monde a reçu leur Kickstarter, et là, j'ai des amis à moi qui m'ont dit, non, il y a quelque chose d'intéressant, il faudrait que tu checkes ça, là, je pense qu'il y a comme de quoi d'intéressant qui pourrait peut-être raviver ton envie de jouer à des placements d'ouvriers. Et j'y ai joué, et sérieusement, c'est rafraîchissant au bout. J'ai trouvé ça vraiment le fun, j'ai aimé la dynamique de jeu, j'aime le fait que, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on fait, on peut bloquer certains joueurs de façon assez notoire. Et c'est ça qui est le fun, c'est vraiment l'interaction qu'il y a entre les joueurs. On ne peut pas juste rester dans notre coin et faire nos choses.
faut être conscient de ce que les autres veulent aller chercher et au-delà de ça, il faut être conscient de ce que les autres peuvent avoir de façon rapide. Parce que si on ne fait pas ça, ça se peut qu'on perde. Mais somme toute, c'est vraiment un jeu où est-ce que ma première partie, ça a super mal été. Et là, après ça, tranquillement, graduellement, tu commences à comprendre les différentes étapes, où est-ce qu'on doit s'en aller, comment est-ce qu'on doit faire, tout ça. Il y a tellement de différentes manières de pouvoir scorer des points. C'est vraiment un jeu qui est le fun, somme toute. Puis, je pense que c'est un des seuls placements d'ouvriers que je vais pouvoir ajouter à ma bibliothèque depuis très, très, très longtemps. Architects of the West Kingdom, vraiment, là, si vous n'y avez pas joué, tentez le coup, allez l'acheter, je vous le garantis, vous allez avoir un plaisir assez incommensurable à jouer à ce jeu-là. Et si vous n'aimez pas ça, faites-moi signe, puis moi, je vais vous acheter votre copie, promis. Et c'est ce qui conclut mes surprises et mes déceptions de 2018. J'espère que vous avez apprécié. Pourquoi ne pas me laisser en commentaire vos surprises et vos déceptions de 2018? Peut-être qu'il y a des jeux que j'ai pas vu passer, que vous avez essayé, que vous avez fait « Wow, c'est extraordinaire » ou des jeux que vous avez vu passer, que vous avez essayé, puis vous avez fait comme « Wow, c'est pas extraordinaire ». Faites-moi signe parce que j'essaie de monter une liste pour faire un top, probablement un top 20 de 2018 parce que c'était vraiment une année extraordinaire. Alors voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un commentaire, dites-moi pourquoi. Suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre page YouTube et aimez notre page Facebook. On produit beaucoup de contenu et on aime ça vous tenir au courant et surtout être en contact avec vous. Sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!